Bonjour. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Maître Marcelin vous a parlé de la réglementation européenne, donc du coup la transition est toute trouvée pour ma présentation. Donc je rentre bien en tête. Ce que veut l'UE, ce que cherche l'Union économique européenne au travers de ces textes, et notamment de la future norme IDAS V2, qui a pour ambition d'être votée, d'être décidée, validée pour la fin de l'année 2022, c'est permettre à tous les citoyens européens, excusez-moi, depuis essentiellement leur smartphone, mais évidemment d'autres moyens, de prouver leur identité à toutes les échelles, de partager, alors j'ai marqué des documents électroniques, mais ça va au-delà des documents, on verra tout à l'heure la notion d'attribut, de pouvoir partager des données qui concernent indirectement leur identité, en tout cas qui sont validées avec leur identité, à partir de ce qu'on va appeler un portefeuille, donc en bon français un wallet, désolé pour l'anglicisme, de pouvoir bien sûr s'authentifier de manière à accéder à des services en ligne, tout en garantissant, ça aussi Maître Marcelin en a bien parlé, et tout ça sera encore évoqué plus tard, la sécurité des données personnelles, puisque quand on parle d'identité, bien entendu, on parle de données personnelles et même de données sensibles, qui sont une sous-partie des données personnelles telles que définies au sein du RGPD. Et puis, c'est d'avoir une identification numérique nationale qui soit reconnue dans toute l'Europe. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, les discussions qui ont lieu actuellement, qui font même pas forcément tout à fait consensus aujourd'hui, elles tournent autour du fait d'avoir un identifiant unique au sein de l'Union européenne. Quand je parle d'identifiant unique, je parlais de l'équivalent du numéro de sécurité sociale, ou au minimum unique par service. Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu actuellement autour de ce concept. Sera-t-il intégré dans la norme ou pas? Ça reste encore à définir. Il y a des pour, il y a des contre. Sachant que, comme vous le savez certainement, certains pays ont déjà franchi le pas et proposent déjà des identifiants uniques à leurs citoyens. C'est le cas de l'Estonie, qui était pionnière en la matière. Aujourd'hui, tous les citoyens estoniens ont un numéro, une identité numérique couplée à leur identité physique, qui leur permet de à peu près faire tout et n'importe quoi, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde virtuel. Donc, est-ce qu'on en viendra à ça au sein de tous les pays d'Europe? C'est pas du tout encore décidé. L'ambition que l'Europe affiche sur ces textes-là, elle est toute récente, hein, elle a été publiée en juin 2021. Et encore une fois, avec une ambition d'avoir un référentiel qui soit publié au plus tard à la fin de l'année 2022. Pour une mise en application, c'est un calendrier très ambitieux, mais on peut espérer qu'on va y arriver, pour une mise en application dès 2023, si possible. J'ai voulu rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais quand même présenter rapidement, non pas qui je suis, mais qui mon entreprise que je représente ici est. Donc mon entreprise est Ariane Next, c'est ce qu'on appelle une RegTech. Donc pour ceux qui l'ignorent, les RegTech sont un peu le pendant des FinTech, ce sont des entreprises, généralement des startups ou des petites entreprises qui vont implémenter un ou plusieurs pans réglementaires qui sont le quotidien du monde financier. Alors, pas seulement, hein, il y a en tout cas de toutes les activités réglementées, donc la finance, le jeu, la santé, etc. Donc, en l'occurrence, Ariane Next, mon entreprise, implémente un certain nombre de services de confiance. Le premier d'entre eux étant la vérification d'identité à distance, et le deuxième, l'identité numérique, ce qui, j'espère, me donne une certaine légitimité pour venir parler du sujet aujourd'hui. Nous sommes basés à Rennes, nous avons été créés il y a 11 ans maintenant, en 2010 pour être précis. Alors j'ai écrit 130 collaborateurs, on m'a fait valoir hier qu'on était désormais 150. Ça monte très vite. Et depuis le mois de juillet dernier, nous sommes mariés à notre principal concurrent européen qui s'appelle Idinao, qui est une société allemande qui fait à peu près les mêmes métiers que le nôtre, un peu plus, qui est 2 à 3 fois plus grosse que nous. Donc pour l'ambition très clairement affichée de faire du groupe Idinao Ariane Next un Airbus européen des services de confiance, et en particulier sur l'identité numérique et la vérification d'identité. Petite anecdote, nous sommes Ariane Next le seul opérateur privé à être fournisseur d'identité dans France Connect, en partenariat avec Orange, avec Mobile Connect et moi, pour ceux qui connaissent. Tous les autres fournisseurs d'identité de France Connect sont les impôts, Amélie, donc des entités publiques, et donc voilà. J'en viens quand même à IDAS 2 et
le concept d'ID Wallet. Ce que le texte IDAS-V2 cherche à promouvoir, c'est une conception de l'identité numérique où on va avoir avec son identité en tant que citoyen un certain nombre d'activités qu'on va pouvoir faire en tant que citoyen ou en tant que consommateur de l'identité. On va pouvoir demander, en tant que, alors pour le coup un consommateur, demander une identité et l'obtenir. On va pouvoir faire en sorte de stocker cette identité. Enfin bon, je ne vais pas détailler, on n'en a largement pas le temps, toutes les actions possibles qu'on peut faire sur l'identité, mais il y a ces activités-là. Ces activités vont porter sur un nombre d'objets qui ont déjà été plus ou moins définis dans les drafts de IDAS-V2. Il y a bien sûr les données personnelles, celles qu'on trouve sur les titres d'identité que vous avez, hein, votre carte nationale d'identité, votre permis de conduire, votre passeport. Ça, de manière évidente, ce sont les données, ce qu'on appelle les données personnelles d'identité. Concept un peu plus nouveau, peut-être en tout cas moins attendu, c'est un ensemble d'attributs qu'on va rajouter à cette identité, tout aussi sensible hein, que sont les données d'identité. Alors, ce qu'on entend par attribut, un attribut, ça peut être le fait qu'on ait le droit de conduire ou pas, ou non, un permis de conduire pour le coup, des diplômes, des compétences qui ont été reconnus par les pairs ou qui ont été reconnus par une certification quelconque. Donc c'est tout cet ensemble, ou des données de santé aussi, au passage, c'est tout cet ensemble d'attributs, tout cet ensemble de caractéristiques liées à la personne qu'on va retrouver dans le portefeuille, hein, puisque c'est de ça dont on parle, en tout cas dans le souhait du règlement, qui sont à traiter au même titre que les données d'identité elles-mêmes. Et puis troisième type de données, d'objets qu'on va retrouver dans l'identité numérique telle qu'elle est vue par l'Europe, c'est très lié à la signature électronique qualifiée. Aujourd'hui, quand vous voulez signer un document, vous devez passer par un fournisseur, ça sera toujours le cas, mais vous devez à un moment donné prouver votre identité pour que la signature soit qualifiée. Demain, vous aurez directement dans votre wallet un certificat qui sera utilisable directement pour toute signature électronique, en tout cas certifié ou qualifié au sens IDAS du terme. Donc on va trouver dans les attributs, dans les objets manipulés par l'identité numérique, un certificat prêt à remplacer la signature manuscrite qu'on pourrait faire aujourd'hui sur des documents papier. Et bien sûr, IDAS prévoit tout un ensemble de contrôles, surtout à la main de l'usager, un petit peu au sens de ce que le texte RGPD a fait en 2016, c'est-à-dire donner aux citoyens le contrôle sur leurs données personnelles. L'ambition, elle est clairement là aussi de laisser le contrôle aux citoyens, avoir toute la transparence sur ce qui est fait sur son identité, la traçabilité, à quel moment on a donné l'accès à des données, à des attributs, à quel moment on peut les révoquer, etc. Et le troisième point, c'est de faire en sorte que cette identité, à l'instar de ce qui est le cas pour les paiements aujourd'hui peuvent être faits online ou offline, même quand vous avez mis... vous utilisez votre smartphone pour payer, du point de vue du smartphone, c'est totalement offline. Vous n'avez pas besoin d'avoir un téléphone connecté pour pouvoir utiliser votre carte de paiement. De la même manière, l'identité numérique devra être fonctionnelle, même offline. Je prends beaucoup de temps, et pourtant, le concept que je voudrais avant tout vous exprimer et vous exposer, c'est le concept de SSI. Donc, on est dans un club de RSSI, donc pour la majorité, voire la totalité des personnes présentes dans la salle, SSI, ça veut dire sécurité des systèmes d'information, ou éventuellement d'autres exceptions. Il y en a une autre, une nouvelle, pas forcément nouvelle, mais en tout cas qui n'est pas forcément très connue, c'est le Self-Sovereign Identity. J'ai renoncé à le traduire, alors on peut le traduire, hein, on peut dire que c'est une identité autosouveraine. C'est un peu gênant, parce que l'autosouverain, ça présente quand même une antinomie qui n'est pas très heureuse, de mon point de vue, mais ce concept-là, il a été évoqué la première fois dans mes recherches que j'ai faites au début des années 2010. Je peux faire un très rapide, mais vraiment très rapide, j'aurais pu en parler pendant très longtemps, historique des identités au sens, pas forcément technique, comme ça a été exprimé tout à l'heure par la première intervention, mais au sens de ce qui a été les identités sur Internet depuis la création d'Internet, pour en arriver aujourd'hui à ce concept de quatrième génération qui est le concept de Self-Sovereign Identity. Alors revenons rapidement. Dans les années 80-85, vraiment au tout début de l'Internet public, grand public, vous aviez un service, une identité. Pas forcément lié d'ailleurs à votre identité, même rarement lié à votre identité réelle dans le monde réel. Mais ce modèle-là, il était purement centralisé et il a conduit à deux problèmes majeurs qui ont été identifiés. Le premier, c'est que si le fournisseur de services de l'identité avait décidé de vous révoquer, vous étiez purement et simplement rayé en tant qu'individu numérique, certes, mais sans aucun contrôle de la part de celui qui possède l'identité.
Et puis, deuxième et non des moindres problèmes, une balkanisation effrénée, avec le nombre de services qui a augmenté. Bien sûr, on a tous connu le fait d'avoir 10, 15, 100, 200 identités différentes, non interopérables. Oui, je vois que ça va très très vite. La deuxième génération, ça a été, on a un petit peu parlé tout à l'heure, la fédération d'identité. Il y a eu des tas d'initiatives sur la fédération d'identité, et la première d'entre elles, à la fin des années 90, par Microsoft. Certains s'en souviennent peut-être du concept de Microsoft Passport, mais qui n'a pas tellement duré. Il y a la Liberty Alliance qui arrivait derrière. Bon, bref, tout cela a essayé de conduire au fait une identité qui avait été générée, fournie par un fournisseur, puisse être validée par d'autres fournisseurs. C'est ce qu'on appelle la fédération. Certes, grâce à ce concept-là, on a permis de débalkaniser légèrement, c'est-à-dire qu'on pouvait, avec une seule identité, s'authentifier sur un certain nombre de services. Mais pour autant, on en est revenu à quelque chose de très centralisé quand même, et détenu par une oligarchie de gros acteurs, mais certainement pas complètement décentralisé. En troisième génération, vers les années 2005-2006 ou jusqu'à 2010, est arrivée une vision plus centrée sur l'utilisateur. On s'est dit, l'identité, elle appartient à quelqu'un, donc le quelqu'un, il doit être au centre de l'écosystème d'authentification. Cette approche-là, elle a permis de voir émerger tous les protocoles, ou oui, on va appeler ça les protocoles qu'on connaît aujourd'hui, OpenID Connect, OAuth, FIDO. Donc techniquement, les briques ont commencé à répondre aux besoins évoqués. Par contre, une fois encore, ils ont été captés par les plus gros acteurs, et on en est resté finalement à une centralisation. Exemple flagrant pour OpenID, Facebook Connect, c'est très utilisé, ça l'a été, ça l'est peut-être un petit peu moins aujourd'hui. À une époque, on s'authentifiait sur beaucoup de sites avec son identifiant Facebook, mais on reste toujours avec une identité centralisée détenue par Facebook, avec la liberté ou non de Facebook de vous révoquer. Facebook, à un moment donné, il y a quelques années, fermé des centaines de milliers de comptes, et donc révoqué autant d'identités qu'il y avait de comptes. Et on en revient toujours à la centralisation. Donc la quatrième génération, en tout cas sur le papier, c'est ce fameux concept de SSI. Alors, pourquoi je parle de SSI, c'est parce que finalement, le référentiel IDAS, tel qu'on pressent il va être dans sa version 2, est quasiment compatible avec la théorisation qui a été faite de ce concept de SSI, de Self-Sovereign Identity. On voit les 10 principes de la SSI que vous pouvez retrouver en ligne, si vous vous documentez, si vous cherchez, vous verrez qu'on retrouve plus ou moins ces 10 concepts. J'ai malheureusement pas le temps de présenter, mais le cœur de ce concept, c'est qu'on cherche à faire en sorte que l'identité soit vraiment détenue par son propriétaire, et que l'authentification soit décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un acteur qui puisse à un moment donné vous voler votre identité, ou vous décréter que vous n'êtes plus propriétaire de cette identité. Toutefois, pour être conforme à IDAS V2, par rapport à ce que le monde un peu libertaire de ceux qui ont construit la conceptualisation de la SSI, IDAS V2 apporte quand même 2 différences fondamentales. La première, c'est que l'existence qui était déjà prévue dans la SSI, elle doit devenir unique. En gros, on ne peut avoir, selon IDAS V2, qu'une seule identité, et non pas une multitude d'identités numériques quand on désigne bien l'individu que nous sommes. Et la deuxième, et non des moindres différences, c'est que IDAS prévoit que les identités soient validées, certifiées, garanties par les États membres, et donc par l'État de la nationalité duquel est le propriétaire de l'identité numérique. Donc ce sont deux différences fondamentales, mais on voit bien qu'il n'y a pas d'antinomie entre ces concepts-là. Un petit parallèle très rapide. Le modèle qui est... Oui, j'ai toujours le micro, pardon. Le modèle qu'on prévoit sur l'identité numérique, il peut trouver son pendant dans le monde monétaire. Dans le monde monétaire, on a le monde... Alors, je suis désolé, j'ai laissé pire que des anglicismes, j'ai laissé des termes anglais en haut, donc désolé, j'ai oublié de les traduire. On a le monde physique, avec la monnaie traditionnelle, les billets de banque. Il y a eu
dans un esprit un peu libertaire, et après on peut discuter, peut-être un peu mercantile, l'émergence des crypto-monnaies. Alors on a mis la plus emblématique, le Bitcoin, mais n'importe quelle autre crypto-monnaie aurait pu marcher. Et à un moment donné, les États membres, les États mondiaux en l'occurrence, mais moi ce qui m'intéresse sont les États européens, se sont saisis à un instant donné de ces crypto-monnaies et ont mis en place le concept, pas forcément extrêmement connu, de CBDC, donc qui veut dire Central Bank Digital Currency. Okay, donc c'est la crypto-monnaie, mais garantie par les banques centrales de chacun des États. Nous, à notre niveau, on ne les connaît pas beaucoup, mais sachez que c'est pleinement opérationnel et ça marche plutôt bien. Bien, le concept d'identité numérique, on espère le faire de la même manière. Encore une fois, c'est une vision. Je ne dis pas que ça va être la réalité, c'est notre vision. On espère qu'on va pouvoir passer donc de la vérification traditionnelle d'identité, présentation de votre carte d'identité à un agent assermenté en face à face, qui est donc le modèle traditionnel. À l'autre bout du spectre, on a le concept de SSI qui, encore une fois, était une vision très libertaire de la gestion des identités. On espère arriver à un mode hybride qui va être assuré publiquement, comme pour une traduction littérale de publicly assured, mais par contre, et ce concept-là qui soit complètement conforme à la réglementation européenne, et c'est ce vers quoi je pense on va réussir à tendre. Les cas d'usage de cette identité numérique, je ne vais pas y passer longtemps, on considère que de 95% des cas d'usage vont nécessiter une identité qui ne sera pas une identité basique, standard. Si vous connaissez IDAS, vous savez qu'en général, on définit 3 niveaux dans IDAS, le standard, le substantiel et l'élevé, le high. On pense qu'en termes d'identité numérique, vraiment 19 usages sur 20 nécessiteront un niveau élevé en termes de standardisation. Enfin, pour finir, 3 piliers sur il me reste 3 minutes, c'est ça, pour pouvoir arriver à cette cible de portefeuille électronique, de portefeuille d'identité numérique. L'Union européenne a mis en place des axes de travail différents. Donc sur la réglementation, on a vu, il y a des groupes de travail qui travaillent sur IDAS V2, il y a des appels à commentaires. Le côté normatif va venir en parallèle ou légèrement après, avec notamment un grand nombre de New Work Items au niveau de l'ETSI, donc qui normalise les choses. Et puis, il y a un certain nombre d'experts publics, privés, qui travaillent sur des boîtes à outils de manière à ce que rapidement, il y ait des solutions techniques à cette problématique qui est quand même d'un niveau assez élevé. On en parlait tout à l'heure, enfin pas moi, mais mes prédécesseurs. L'identité c'est une notion, une affaire d'État. L'identité numérique, ça devient une affaire d'État. Et je ne pouvais pas ne pas parler d'un projet qui nous tient à cœur, nous, Ariane Next, parce qu'on en est dans les leaders, mais qui est un projet qui est totalement financé par l'Union européenne, qui concerne une vingtaine d'acteurs, beaucoup du domaine public ou semi-public, quelques acteurs privés dont nous sommes. C'est un exemple, c'est une illustration et vraiment du besoin fort qu'il y a aujourd'hui sur l'identité numérique en Europe. Donc le projet Soteria qui a pour ambition de donner aussi là encore des outils, des solutions pour permettre aux citoyens d'avoir quelques briques et quelques outils en ligne, et puis qui jette les bases pour la suite d'une extension possible de ce qui pourrait être l'ensemble d'une vie numérique en ligne, tout en garantissant bien sûr un niveau de sécurité optimal et bien entendu conforme, ça va de soi, au RGPD. Donc ce projet, il a été articulé autour de 3 use cases. Le vote électronique, alors bien sûr, on ne va pas dès l'année prochaine pouvoir élire les conseillers européens par vote électronique, mais il y aura des expérimentations sur des votes électroniques, des examens à distance. Aujourd'hui, sans doute l'avez-vous eu, ou vous êtes-vous posé des questions dans les 2 années qu'on vient de passer en distanciel quasi permanent, de la validation de l'identité de la personne qui passe en ligne un examen, que ce soit des certifications professionnelles, comme nous tous avons pu éventuellement en passer, en tout cas sur les 2 années passées, ou même des examens pour institutionnels, universitaires. Comment valide-t-on l'identité de la personne qui passe l'examen, au même titre qu'on la validerait en classe
ou en présentiel en regardant la pièce d'identité. C'est un vrai problème. Et puis bien sûr, tout ce qui tourne autour de la santé, c'est le troisième use case. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le projet Soteria a bien sûr identifié qu'il y avait une nécessité absolue de faire une vérification d'identité poussée pour pouvoir délivrer une identité numérique, mais en termes d'identité numérique, a également identifié, et ça va un petit peu en orthogonale avec ce que je vous ai dit, mais c'est la réalité, c'est qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, excusez-moi, il n'y a pas de vérité absolue. Aujourd'hui, Soteria prévoit de délivrer une identité aux Européens, aux citoyens européens, en tout cas qui feront partie du pilote, une identité centralisée et validée par une des briques du projet. Heureusement, il a été identifié dès le début du projet qu'il allait falloir quand même s'ouvrir à des vérifications décentralisées, à des identités décentralisées, et j'en finirai avec ces mots-là, puisque le temps m'est compté, et j'aurais bien aimé en parler beaucoup plus longtemps. Si vous voulez plus d'informations sur Soteria, qui est vraiment un projet super intéressant, vous avez le lien ici. Je vous remercie.